Maintenant, il est temps de passer à notre troisième partie d'émission consacrée à l'actualité du mondialisme avec Pierre Hilard qui est avec nous par téléphone. Pierre Hilard, bonjour. Oui, bonjour Max Lebrun, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous vous avions reçu dans cette émission il y a quelques mois pour un ouvrage qui a fait un carton d'édition. Je ne sais pas si on peut communiquer publiquement les chiffres. Il n'y a pas de secret, voilà. 7000 exemplaires à peu près. Combien 8000, près de 8000 exemplaires de l'Atlas du mondialisme. Oui. L'Atlas du mondialisme, on se souvient que c'était un gros livre et vous étiez à 7000 exemplaires. Vous publiez le tome 2 qui sont les archives du mondialisme. De la guerre aux éditions Nouvelle Terre. Voilà, aux éditions Nouvelle Terre, sous-titré de la guerre contre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, dans ces archives, on retrouve un certain nombre de documents explosifs, mais avant de le voir, dites-nous... Vous êtes sûr ? Comment je l'ai lu, je l'ai terminé avant de commencer cette émission et j'ai pas mal de questions à vous poser. D'autant qu'il y a beaucoup d'annexes avec des documents que vous avez traduits systématiquement en français, ce qui nous permet d'aller puiser dans de nombreux pays, dans de nouvelles communautés, dans de nombreuses périodes de l'histoire, de manière très très intéressante. Alors, la première question, c'est quand même comment s'articule cet ouvrage Archives du mondialisme avec l'Atlas du mondialisme dont je parlais tout à l'heure. C'est un tome 2. Comment il se complète, comment il s'articule l'un à l'autre, Pierre Hilard? Oui, alors, donc c'est un ouvrage relativement important qui fait dans les 780 pages, mais que les auditeurs de Radio Courtoisie ne soient pas effrayés, puisqu'il y a, comme vous l'avez dit, de nombreuses traductions. En effet, le livre se subdivise en deux parties, environ 240 pages de rédaction de ma part et environ 540 pages de pièces d'archives, français, anglais, allemand, italien et hébreu. Et pour toutes les langues étrangères, ça a été intégralement traduit en français par des professionnels. Enfin, je me suis adressé à des instituts à Paris qui ont traduit ça en français. Bien. Les sujets en question traitent évidemment du mondialisme, mais montrant à la fois qu'il y a les phénomènes actuels, ces phénomènes actuels, volonté de mettre en place une gouvernance mondiale, un directoire mondial en lien avec une monnaie mondiale, et en particulier, je cite et je publie la fameuse revue The Economist, porte-parole de la finance de la City de Londres, avec, en janvier 1988, le numéro de The Economist, annonçant une monnaie mondiale à l'horizon 2018. Bien dit à l'horizon, donc 2018, 2019, 2020, dans ces eaux-là. Et de montrer, parallèlement à ça, cette volonté de mettre en place des blocs continentaux. Et j'ai voulu montrer que ce qui se passe actuellement, que ça soit en Europe ou dans le monde, en tout cas les grandes lignes, que ce soit aux États-Unis, la Chine, et j'ai un chapitre consacré au mondialisme et à la Chine, qui est un élément clé d'ailleurs pour la mise en place de la gouvernance mondiale, eh bien j'ai voulu montrer que ces phénomènes d'aujourd'hui reposent sur en tout cas il y a des racines profondes. Je cite un exemple, on a le cas de l'immigration. L'immigration en France et en Europe bouleverse nos sociétés. Or, j'ai pu prouver que l'idée d'immigration et de mélange des populations, ça remonte au principe de 1789. Il y a d'ailleurs à la fois, en fait, il y a deux choses dans les principes de 89, cette volonté de détruire les traditions en mettant en place à l'origine une France en carré, en damier, d'un point de vue administratif, et en fait, bon, c'est devenu des départements, mais aussi le fait de vouloir favoriser un mélange des populations. Et en particulier, j'ai publié dans Archives du mondialisme des propos tenus par un révolutionnaire qui s'appelait Anarchazes Klotz, qui disait qu'il fallait favoriser une société multiethnique. Et je le cite, ce sont des propos tenus en 1793, je le cite, « L'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir. Nous voyons à Paris, à Londres, à Madrid, à Amsterdam, plaider sa cause d'un Persan, d'un Indien, d'un Chinois, d'un Péruvien, d'un Turc, d'un Cafre, d'un Arménien. On discute en Europe les intérêts d'un habitant des antipodes et l'on doutera si une assemblée représentative des deux hémisphères peut exister pour le bonheur permanent de l'humanité. » Il ajoute « Je ne connais de barrière naturelle qu'entre la terre et le firmament. » Donc vous avez déjà dans ces propos de ce révolutionnaire une vision indifférenciée de l'homme. Alors, comment vous avez perçu, comment vous avez identifié
et là dans d'autres documents. La question que vous avez abordée juste avant, sur laquelle j'aimerais que nous arrêtions quelques minutes, c'est la question de la monnaie. Nous avons de plus en plus d'experts ces dernières années, je trouve, qui ont travaillé, qui ont mis à jour le rôle éminemment stratégique de la monnaie, de la planche à billets et donc des banquiers derrière. Puisque rappelons que par exemple la Banque fédérale américaine est détenue par des banques privées. Indépendant du pouvoir politique. Indépendant du pouvoir politique. Exact, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire sur cette mécanique de la monnaie, son rôle, son influence, comment on peut la mesurer concrètement, et puis nous dire ce que vous avez découvert sur cette question de l'unification des monnaies avec les deux tendances qui s'affrontent au sein de l'oligarchie, ceux qui défendent une sorte de pluralisme comme en géopolitique, un pluralisme des monnaies, et puis ceux qui veulent une seule monnaie. Pierre Hilard. Oui. Alors, petite précision, petit ajout, pour parler d'une situation actuelle, il faut toujours trouver les causes profondes. Et je fais ce petit ajout très rapide. L'idée d'une monnaie mondiale, en fait, c'est un phénomène ancien. Et vous l'avez déjà, l'information a été affichée de manière la plus claire possible, dans un ouvrage sorti en 1623, d'un moine français qui s'appelait Émeric Crusset et qui appelait à une gouvernance mondiale, à un monde unifié, à une population mélangée et avec l'établissement d'une monnaie mondiale et le siège, j'allais dire, de la Fed de l'époque en 1623, c'était Venise, la Sérénissime, centre de la puissance de Venise. Donc c'est très intéressant de voir que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un phénomène ancien. Alors, voyez-vous, en particulier, donc, j'ai publié les propos de The Economist appelant à la mise en place d'une monnaie mondiale à l'horizon de 2018, et en fait toujours avec un petit décalage de 1, 2, 3 ans, c'est jamais sûr d'un point de vue année. Et j'ai pu montrer et prouver que ce qui se passe actuellement au Venezuela, avec les tentatives de mainmise de ce pays par les États-Unis, c'est en lien direct avec les tentatives de mettre en place une monnaie mondiale. J'explique. Vous avez eu en 1969 la création de ce qu'on appelle les DTS, les droits de tirage spéciaux. C'est un panier de monnaie et ce panier de monnaie a été complété dans le temps et il y en a 5. Il y a le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling et la dernière monnaie à avoir donc été ajoutée à ce panier de monnaie, c'est tout récemment le 1er octobre 2016 avec la monnaie chinoise, le yuan. Et chacune de ces monnaies, comme le précise le FMI, ce que je dis, ce sont les propos même du FMI, ces monnaies ont chacune une pondération. Et cette pondération qui a été fixée en 2016 doit durer 5 ans, 2016-2021. Et le FMI précise que, sauf changement brutal de la situation, ça c'est un élément à souligner, sauf changement brutal de la situation, eh bien cette pondération sera modifiée en 2021, plus ou moins en fonction de l'importance des pays et de leurs monnaies respectives. Or, lorsqu'on regarde cette pondération, on voit que le dollar, depuis 2016, au sein de ce panier de monnaie DTS, à 41%, je vous donne les chiffres arrondis, 41% pour le dollar, 31% pour l'euro, 11% pour le yuan, 8% le yen et 8% pour la livre sterling. Bien, théoriquement, ça doit durer jusqu'en 2021. Et en 2021, donc, il devrait y avoir une modification, soit on augmente la pondération de telle monnaie, soit on la rabaisse. Or, le Venezuela est très riche en pétrole et en or. Les États-Unis sont affaiblis. Vous avez un endettement de l'État fédéral américain qui dépasse les 22 000 milliards de dollars. Vous avez les bons du Trésor américain qui sont de plus en plus rejetés, en particulier par la Russie et la Chine. Et l'élite oligarchique américaine cherche à mettre la main sur le Venezuela, car cela permettrait de contrôler la production de pétrole de ce pays et donc de peser lourd ensuite dans les négociations pour la modification de cette pondération. Si les États-Unis arrivent à contrôler le pétrole, ils auront, comme on dit, des cartes en main pour exiger une pondération plus élevée de ce panier de monnaie annonçant la future monnaie mondiale, annoncée déjà par The Economist en 1988, mais je rappelle aussi, en 2010, le rapport du FMI, et à l'époque dirigé par Dominique Strauss-Kahn, c'est un rapport appelant à la mise en place d'une monnaie mondiale appelée le Bancor. Et si
Strauss-Kahn a sauté, si je puis dire, dans tous les sens du terme, dans le fameux hôtel suite avec cette personne, c'est que il a déplu à une faction oligarchique américaine qui veut le maintien du dollar comme monnaie de référence mondiale et non la mise en place d'une monnaie mondiale qui s'appellerait Phoenix Bancorp ou peu importe le nom. Donc en fait, ce qu'on voit actuellement, c'est une bagarre entre factions oligarchiques, entre ceux qui veulent la mise en place d'une monnaie mondiale planétaire, et dans cette histoire, la figure de proue, c'est la City de Londres, et une faction, je dis bien une faction de l'oligarchie américaine. Et il y a une autre faction qui collabore avec la City de Londres, et je pense entre autres à la famille Rockefeller, mais vous avez une faction de l'oligarchie américaine qui, elle, veut le maintien du dollar, la suprématie du dollar en lien avec les pétrodollars, et donc qui essaye de maintenir son premier rang en essayant de mettre la main sur le Venezuela. Après, vont-ils réussir? Ça, point d'interrogation. Et dans cette histoire, la Chine et la Russie font tout pour bloquer ces tentatives de mainmise du Venezuela par les États-Unis. Voilà où on en est. Alors, à vous écouter, et on connaît vos travaux, il y a donc une oligarchie qui gouverne le monde. Vous n'êtes pas le seul auteur, évidemment, à démontrer ce fait. Mais on peut avoir le sentiment, parfois, que vous avez une vision un peu mécaniciste, un peu déterministe, où les carottes, les jeux seraient joués et il y aurait un grand absent. C'est le peuple, c'est des acteurs hors oligarchie. Est-ce que c'est une vision tronquée? Que répondez-vous à cet argument? Je réponds très vite. Il y a des années, on m'a fait ce genre de reproche. Eh bien, voyez-vous, je crois à une chose, je crois en l'instinct de survie. C'est-à-dire que les peuples français, allemands, italiens, etc., on assiste en Europe à deux choses, à une paupérisation grandissante et à une immigration qui noie les pays européens. Eh bien, il y a, et c'est mon espoir, il y a au sein des peuples, de chaque homme et de femme, un instinct de survie qui fait que, face à la cocotte minute qui est prête à visser et à étouffer l'humanité sous une gouvernance mondiale avec des mesures liberticides, et je rappelle que le modèle de référence d'organisation politique économique pour les élites mondialistes, c'est la Chine. Il ne faut jamais oublier ça. Et j'ai apporté des preuves irréfutables dans mon livre Archives du mondialisme que la Chine a été, aidée pour constituer un des piliers clés de la gouvernance mondiale, entre autres les élites oligarchiques canadiennes, dès 1948-49, avec la création de l'équivalent d'un organisme style CFR américain, mais dans le cas chinois, qui s'appelle le CPIFA, qui est un site vraiment extrêmement très intéressant, qui est l'équivalent, je vous dis, de Chatham House pour l'Angleterre et CFR pour les Américains, qui est bilingue, anglais-chinois. Et donc, mon espoir face à ces mesures liberticides et oppressives, qu'il y ait l'instinct de survie. Et les Gilets jaunes sont le reflet de cet instinct de survie, de ce sursaut. Alors, instinct de survie, espoir donc, quelques signaux en ce sens. Et pourtant, une des dernières phrases de votre conclusion, je vous cite, c'est « L'Église et la France ne peuvent, à vue humaine, que disparaître ». Comment comprendre ces termes autrement que de les traduire par « les carottes sont cuites, Pierre Hillard ». Alors, j'ai bien dit « à vue humaine », parce qu'il y a une chose que vous ne citez pas avant. J'ai dit qu'on pouvait prévoir la fin non pas du monde, mais la fin d'un monde. Je précise d'un monde, lorsque les lois naturelles sont bafouées. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui où la cellule familiale classique est reniée. Vous avez aussi le transhumanisme. Enfin, et je rappelle que le transhumanisme qui consiste à améliorer les qualités physiques et intellectuelles de l'homme avec toutes les manipulations qui vont avec. C'est une chose très ancienne que vous retrouvez, tenez-vous bien, dans le livre de Francis Bacon, La Nouvelle Atlantide, en 1627. C'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, c'est que les mots qui nous accablent sont anciens. Il y a plusieurs siècles de recul. Pierre Hillard, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Archives du mondialisme aux éditions Nouvelle Terre. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander une réaction sur le dernier ouvrage de Philippe de Villiers, qu'on aurait pu appeler Les mythes fondateurs de la politique européenne, dans lequel il met à nu le véritable visage des fondateurs, Jean Monnet, Schuman et quelques autres. Il souligne quand même qu'un très rare nombre d'auteurs avaient déjà assez discrètement, mais mis en avant ces faits. Est-ce que je crois que vous faisiez partie de cela? Comment vous? Oui, mais il m'a pas cité dans son livre. Est-ce que vous avez lu cet ouvrage et est-ce que vous avez envie de réagir, de le compléter, de le critiquer? Alors, je vais
ça va être très rapide. Voyez-vous, j'ai lu son livre, il dit des choses tout à fait justes. D'abord, le problème, c'est qu'il découvre ça à 70 ans. J'ai envie de dire, son combat était inefficace quand il avait 40, 50 ans, puisque à cette époque, il ne connaissait pas les véritables auteurs et ennemis de l'Europe, style Monnet, Schuman, etc. Mais il y a une chose qui se garde bien de citer, c'est pas Monnet qu'il faut citer, ou Schuman, l'élément, l'homme clé à l'origine des ambitions de Monnet de Schuman, c'est un citoyen polonais qui s'appelait Joseph Ratzinger, qui est alors à l'origine de la création de tous les instituts style Bilderberg, ou encore la Ligue européenne de coopération économique, comme entre autres le fameux congrès de la Haye de 1948, présidé par Churchill. C'est Joseph Ratzinger qui est à l'origine de tout ça, et c'est lui qui a rendu possible ensuite la politique de Monnet, Schuman, Paul-Henri Spaak. Et ça, Villiers se garde bien de le dire, et je peux dire aux auditeurs que j'ai apporté les preuves irréfutables de l'action de Joseph Ratzinger dans la construction européenne en lien avec l'Église, en particulier avec le cardinal Rampolla, qui a été le Joseph Ratzinger des affaires spirituelles. Et enfin, en guise de conclusion, pour ceux qui seraient curieux, j'annonce que je fais une conférence à Paris, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, le mercredi 15 mai, à 20h. Thème de la conférence, le mondialisme contre l'Église. Mercredi 15 mai, 20h, Saint-Nicolas-Chardonnay. J'attends le maximum de personnes. Merci Pierre Hilard, à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.